l'actualité ce soir, la disparition d'un géant du cinéma. Jean-Luc Godard est mort à l'âge de 91 ans, cigare à la bouche, esprit frondeur. Le réalisateur franco-suisse a marqué des générations de cinéphiles avec des films cultes comme À bout de souffle ou Le Mépris. Il laisse derrière lui une centaine de films en 60 ans de carrière. Jean-Luc Godard, figure de la nouvelle vague, fait partie de ceux qui ont repoussé les limites esthétiques et narratives du 7e art. Voilà donc cette deuxième partie, vous l'avez compris, sera en grande partie consacrée à cette disparition. Avec nous, Romain Goupil, bienvenue. Vous êtes réalisateur, vous avez été assistant de Jean-Luc Godard, que vous avez très bien connu donc. Frédéric Maire, merci d'être avec nous en direct de Vienne, en Autriche. Vous êtes le directeur de la Cinémathèque suisse, le pays d'origine de Jean-Luc Godard, et Pascal Bourgault avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On va commencer bien entendu par vous demander, Romain Goupil, en quoi cet homme, au fond, finalement, a révolutionné le cinéma, ce métier que vous aimez tant? Il l'a révolutionné de manière mais vraiment invraisemblable. C'est-à-dire, il a tout. Le mot révolution, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre. C'est ce qu'il a proposé, la façon dont il a organisé le récit, la façon dont il a organisé les plans, le montage, le scénario, les rapports avec les comédiens. Il a cassé absolument tout ce qui était enseigné ou tout ce qui était tous les codes absolus de comment on sait un bon film ou un film bien. Et il va sans arrêt, film après film, remettre en cause ses propres trouvailles. C'est-à-dire qu'il va réinterroger son cinéma en permanence au point qu'il en arrive au moment où on se retrouve, on se connaissait avant, mais on se retrouve comme assistant pour Sauve qui peut la vie, à complètement renier tous les films qu'on admirait tous, mais les renier, c'est-à-dire dire mais non, ça c'est de la merde, il faut travailler autrement. Enfin, c'est Sauf qui peut la vie. Au moment où j'arrive, il dit c'est mon premier film, c'est-à-dire il redémarrait tout et en faisant table rase, réellement table rase du cinéma d'avant et de son cinéma. Vous avez fait avec la main le mouvement de la vague, comme une vague, la nouvelle vague. Frédéric Maire, quand on entend Romain Goupil, on se dit que ce n'est pas une nouvelle vague, c'était un tsunami cinématographique à l'époque. Oui, mais un tsunami qui se répétait quasiment tous les 10 ans ou même encore moins. Et en effet, comme il le disait tout à l'heure, sauf qu'il peut la vie, c'est vrai que c'est une révolution après toute la période de travail en vidéo du côté de Grenoble. C'est son installation en Suisse. C'est le premier film qu'il va coproduire avec des techniciens suisses. Donc, j'imagine que Romain Goupil avait beaucoup travaillé avec des gens qui sont d'ailleurs encore dans le milieu du cinéma suisse en Suisse. Et à partir de là, il va beaucoup filmer la Suisse, et filmer l'arc lémanique, filmer le lac. Et c'est là qu'il invite la plupart des comédiens à venir tourner, jusqu'au moment où il va aller à une nouvelle révolution, qui est la révolution du numérique, tout en Suisse, où il quitte 35 mm pour faire des films en numérique et s'expérimenter aussi à la 3D ou à développer des technologies assez fascinantes au niveau du son, qui a toujours été d'ailleurs un des grands atouts de son travail cinématographique. Donc c'est vrai qu'il n'arrêtait pas de tenter de nouvelles choses, de faire table rase du passé, littéralement, y compris au niveau de ses archives, pour inventer d'autres formes. Alors Frédéric Maire, il a beaucoup tourné en France et en Suisse, vous l'avez dit, mais on le sait beaucoup moins qu'il a tourné en Suisse. Quel était ce rapport avec ce pays d'origine? Je pense que c'est l'idée d'un lieu où on peut se protéger. Je pense que c'est pas tellement le fait qu'il se sente suisse, parce que finalement il a, oui, des origines suisses, c'est clair, et son tout premier film, Opération Béton, avait été tourné dans le Valais sur la construction d'un barrage, mais c'est vrai que tous les débuts de sa carrière, ce qu'on connaît le plus, est sa partie française. Je pense que la Suisse, pour lui, c'était un havre de paix et de tranquillité. Ça lui permettait de travailler dans une certaine protection, parce que les gens autour de lui, notamment dans le village de Rol, n'allaient pas le déranger, avaient du respect à son égard, et donc il pouvait travailler tranquillement et s'essayer justement à toutes ces nouvelles technologies qu'il développait, tant au niveau du son que au niveau de l'image. Oui, c'est cette idée d'une protection, mais en même temps, c'est des paysages qui lui plaisaient, puisqu'il les a filmés souvent
est très bien filmé. Et avec quel talent. Alors Frédéric Maire, malheureusement, on doit vous laisser parce que vous avez des obligations cinématographiques à Vienne. On vous aurait bien gardé avec nous. Bonne soirée, bonne présentation de film. Et merci beaucoup à vous Frédéric Maire, et on signale d'ailleurs que Jean-Luc Godard s'est éteint au bord du lac Léman chez lui à Rolle en Suisse. Romain Goupil, vous, votre premier contact avec ce grand cinéaste, il remonte à vos 16 ans. Racontez-nous. Alors là, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais oublié, puisque s'est passé la chose suivante, c'est que j'avais gagné à l'époque un petit concours qui était dans le monde d'un petit film, une bourse, ça s'appelait Bourse Feu Vert pour l'aventure. Et j'avais fait un petit film sélectionné de film en film, et j'étais parti filmer à Ibiza. Et après l'émission, ils cherchaient un parrain. Donc, je prends ma plus belle plume et j'écris à Jean-Luc, 15 ans et demi. Je dis, voilà, j'ai fait un petit film. Et il me réécrit une lettre en disant, c'est quel jour, quelle heure. Il était au summum de la gloire, de la réussite. Si on se rappelle ce moment-là, c'était Jean-Luc absolument impossible. Il est au fait de sa gloire. Alors vous allez le retrouver. Donc là, il se passe quelque chose d'incroyable. On lance le film, il est sur le plateau et on va commencer à discuter jusqu'au moment où ça va se compliquer énormément puisqu'il y a l'ambassadeur d'Espagne et là, il va y avoir une algarade. Enfin, moi, je m'en prends à Franco, à l'Espagne, et dire ce que j'avais vu sur place. Et l'émission a été censurée, n'est jamais passée. Alors, en 1978, vous allez le retrouver. Et vous allez même être l'assistant de Jean-Luc Godard dans ce film dont on va voir un extrait, Sauf qui peut la vie. Bon. Vous voulez que je fasse quoi? Vous avez du rouge à lèvres? Oui? Thierry, va le chercher. Non, non, je l'ai là. À condition que je reste là. T'as besoin d'un ange gardien. Maintenant, ça me fait chier. Ni ange, ni bête, ni Dieu, ni maître. Tu crois qu'il suffit d'acheter un vélo et d'aller dans la montagne pour changer de vie? Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. Alors c'est comment tourner avec ce cinéaste fou? Des anecdotes, j'imagine, il y en a tous les jours. Le film de Sauf qui peut la vie, c'est après toute l'expérience qu'il y a eu de vidéo où il était près de Beauviolac, qui est l'inventeur d'une caméra qu'on espérait, caméra stylo. C'était les précurseurs en tout de maintenant les portables, mais c'était inimaginable. Mais enfin, c'était autour de ça. Et donc, ils vont chercher les moyens de se libérer des contraintes de la technique en s'approchant au plus près de Beauviolac qui crée les caméras. Et ils vont faire toute une série de films autour de la vidéo, des films avec des plans en longueur, ce que permettait la vidéo. Donc, il va essayer quelque chose. Nous, notre rencontre, elle se retrouve après l'anecdote que je racontais, il y a 68. Et 68, il y a les lycéens, il y a les étudiants. Et là, il me prête sa caméra pour que je puisse tourner ce qui se passait dans la rue. Je lui demande, il me la prête et on va plus cesser de se voir, de se parler jusqu'au moment où dans les années 80, il me dit je cherche un assistant pour mon premier film, enfin mon second premier film ou mon premier second film. Et là, je lui ai raconté la petite histoire, mais tu te souviens tout, il se souvenait absolument de rien. Et je lui ai dit, mais je suis à ta disposition le temps que tu voudras, je ne serai plus jamais assistant après ça. En fait, je mentais à moitié parce que j'ai accepté d'être de nouveau assistant 10 ans plus tard pour lui sur le film Allemagne 9-0. Humainement, comment était-il, Jean-Luc Godard? Il y a ceux qui l'aiment, il y a ceux qui le détestent. Comment il est professionnellement? Là, c'est plus de ce niveau-là. C'est-à-dire que il avait des moments extrêmement ironiques, blagueurs, malicieux, faisant des niches et puis s'amusant, et des moments extrêmement durs où il se refermait sur lui-même. Et je me rappelle d'un moment où ça avait été trop loin sur le plateau avec Eddie Constantine, donc j'arrête le tournage, je me mets devant la caméra, ce qui est impossible normalement, en disant c'est pas possible, là tu peux plus continuer comme ça par rapport à ce pauvre Eddie. Et il revient comme s'il revenait au réel, comme si
comme ça, là, comme ma tête, en disant... de quoi tu me parles? Et je lui dis, mais tu vois les mots que tu as employés, ce que tu as utilisé et tout. Et là, il dit devant toute l'équipe, c'est pas moi, c'est le film. C'est-à-dire que c'était pas lui qui parlait, c'était le film. Donc après, c'était devenu une super blague sur l'équipe, dès qu'on traitait quelqu'un de connard, en disant, non, c'est pas moi qui t'ai dit connard, c'est le film. C'est le film. Alors justement... C'est-à-dire, c'est l'œuvre, c'est quelque chose qui se met au-dessus de tout. Et donc, pour chercher ses plans, pour fonctionner et pour avancer dans son cinéma, c'était le film avant tout. C'est-à-dire quelque chose qui justifiait des fois des choses extrêmement difficiles avec les comédiens ou avec les comédiennes. Romain Goupil, Pascal, si vous le voulez bien, il y a un réalisateur que vous connaissez bien, un grand nom du cinéma, Alain Rioux, il est un critique cinéma, pardon, comme quoi, vous voyez, c'est le film qui parle, là, donc critique cinéma, il était tout à l'heure l'invité de Marion Naguzewski, je vous propose de l'écouter, on revient juste après. J'étais très ami avec Raoul Coutard, son chef opérateur, qui le trouvait, qui l'adorait. Coutard était un gars du peuple, qui avait un argot merveilleux, qui me disait, Jean-Luc, c'est un génie, mais il a de la bouillie en le cigare. C'est-à-dire ce qui était vrai. Ça ressemble totalement, et c'est un génie, parce que la beauté des films de Godard, la simplicité visuelle, la simplicité intellectuelle du début, la simplicité, c'est vraiment Picasso. Le choc est identique, le personnage est identique. Il y a cette rupture réelle. C'est-à-dire, mais totalement, c'est-à-dire Picasso arrive et il fait des pommes carrées, c'est parce qu'il a envie de les faire et parce qu'il sait les faire. Et c'est pas un naïf qui ne connaissant pas l'art, se met à faire des choses très personnelles, mais ça n'aboutit pas parce qu'il ne peut faire qu'un film. Lui en a fait plein. Une réaction peut-être, Romain Goupil? Sur l'importance immense des chefs opérateurs, on parle de Raoul Coutard, mais nous on bossait avec Willy Lubchansky et puis Renato Berta, deux immenses chefs opérateurs sur le même film. Ouais. Donc ensemble, on essayait de fonctionner pour que apparaisse quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Ça s'est jamais vu, deux chefs opérateurs sur le même film. Donc de cette discussion, de ce fonctionnement, de choix des cadres, des caméras, naissaient encore des idées tout à fait nouvelles qu'on ne pouvait pas imaginer sur le papier. Donc il va avoir un rapport à la caméra et lui-même, très souvent, je l'ai vu prendre le pied, c'est pas rien, la caméra, c'est lourd, de placer le pied, de se mettre et de tourner. C'est-à-dire que lui-même, sur certains plans, les cadrait et après en projection, on comparait les plans qu'on avait tous faits, les uns ou les autres, et ça donnait une espèce d'émulation incroyable avec des mots extrêmement vifs. Ce que vous avez fait, c'est de la merde, et nous on lui répondait, bah toi c'est pas mieux. Et du coup, ça nourrissait. Ambiance. Non, mais à l'arrivée, le résultat, ça nourrissait. Ça en valait la peine. C'était lui qui faisait le film, lui qui va le monter, mais par cette confrontation, naissait quelque chose de nouveau sur des gens qui étaient complètement passionnés. Enfin, l'ambiance qu'il y avait sur Sauf qui peut. En plus, on avait avec nous très jeune comédienne Nathalie Baye, il y avait Isabelle Huppert qui était encore... Il y avait toutes les stars. Et du ton plus incroyable et plus fair-play, plus un espèce de Jean-Luc comme ça. On va l'écouter peut-être. Alors justement, très loin des plateaux de tournage, il détestait qu'on le traite comme une star. Il avait des relations quand même un peu houleuses avec la presse. On va l'écouter, c'est une interview à la RTS qui date de 1990. Comment vous expliquez cette espèce de fascination que vous exercez sur la presse internationale? En fait, que vous vous défendiez ou pas, vous êtes une star quand vous êtes à Cannes au même titre qu'Alain Delon, que Gérard Depardieu ou que les acteurs. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Parce qu'on s'intéresse plus à la personne qu'à la chose. On trouve que c'est un peu dommage, je veux dire, moi je ne suis pas Gorbatchev, je ne suis pas Mitterrand, je suis même pas Monsieur Felbert, je suis même pas vous, Christian, donc j'ai pas besoin de... J'aimerais bien être vous. J'ai pas besoin... Oui. Ben il ne tient qu'à vous. Oui, c'est ça, vous m'apprendrez. Il ne tient qu'à vous. Alors pourquoi il détestait sa célébrité?
C'est pas qu'il détestait, c'est qu'il provoquait le débat et du coup, il déstabilisait. C'était ça le plaisir sur le plateau, c'était ça le plaisir avec les acteurs, c'est le plaisir avec les journalistes. C'était un joueur, il adorait le tennis, il adorait le sport, il était très costaud et extrêmement en forme. Et ce que je disais tout à l'heure, sur prendre le pied de la caméra, tourner lui-même, avancer, on se lançait sur des balades ou des chemins compliqués, il y a cet affrontement. Et quand il voyait un journaliste assis avec une oreillette qui recevait ses ordres... Comme maintenant, en fait. Non, moi je reçois pas d'ordre. Vous en recevez de la régie, il était sans arrêt à interpeller tout le monde en disant mais qu'est-ce que fout cette caméra-là Par contre, contrairement à ce qu'on dit, plutôt bon joueur, Alain Rioux, tout à l'heure le critique disait dans le même entretien qu'on a vu, il disait un jour au Festival de Cannes, il y a l'entarteur, le fameux, le glupier qui l'entarte, tout le monde veut porter plainte, faire un scandale, et là, vous y étiez. Et paraît-il, il dit le cinéma muet rencontre le cinéma parlant. Se venge il a dit, c'est le muet qui se venge du parlant. C'est-à-dire quand il a pris la tarte à la crème, quand les burlesques et tout, il est resté extrêmement calme et puis on a tous goûté la chantilly et on s'est tous... Pour revenir aux médias, quand même, il n'aimait pas la télévision, pardonnez-moi, parce qu'il n'aimait pas la télévision, il disait au cinéma on lève la tête, devant la télé on baisse la tête. Oui, mais en même temps, on a fait les films, des films qui ont 68. Été programmés, demandés, produits par la télévision. Donc, à un moment donné, c'était surtout le flux de la télévision, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'arrête pas, qu'on ne réfléchisse pas et qu'on alimente en permanence. C'était plus ça, cette idée de non-réflexion, c'est-à-dire d'une espèce d'image continue. Cela dit, il disait ça, mais en même temps, je me rappelle de ce qu'il me racontait quand ils étaient avec Rivette, Chabrol et toute la clique et Truffaut. Ils allaient à la Cinémathèque à l'époque qui était rue d'Ulm, qui a disparu après dans les années 68-69. Il me disait qu'il restait de 10h à Chelles de Langlois, donc il restait le matin des premières projections jusqu'à minuit ou 11h, ça dépendait des films, et après, ils sortaient entre eux, ils parlaient du même film. Ils avaient vu 6 films. Et ils parlaient du mouvement du premier film sur un travelling du deuxième film, sur une lumière du troisième film. Et en plus, ils se raccompagnaient les uns les autres comme des amoureux. C'est-à-dire, ils me racontaient, mais on allait chez Rivette en discutant. Après, on repartait pour raccompagner. Mais Rivette suivait Chabrol, qui après repartait pour aller à l'hôtel où j'étais, où il habitait. Ils avaient une espèce de passion incroyable du cinéma, des images et une connaissance pour Jean-Luc, une connaissance absolument incroyable du cinéma au point. Sacrée bande. Alors, oui, mais lui, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'après, ce que je me suis aperçu en me disant, mais si j'avais été un peu plus cinéphile, j'aurais perdu un peu moins de temps parce que il me demandait, vas-y, cherche tel. Sans me donner aucune indication, un embarcadère sur le lac, par exemple. Si j'avais connu Burnett ou Murnau ou d'autres films, j'aurais vu exactement ce qu'il cherchait. C'est-à-dire que ce plan avait été fait, il était dans sa mémoire, et par association d'images, association d'idées et association de textes, il en sait quelque chose qui ne lui appartenait qu'à lui. Même si nous, on pouvait tourner un plan, il le réintégrait avec la musique, avec son fonctionnement, comme un poète. C'est le seul mot pour lui, et c'est pas du tout le cas pour les autres cinéastes, c'est l'idée d'un poète qui... Un poète et un militant engagé. Il utilisait le cinéma comme une arme politique. Alors revenons à Cannes, bien avant l'entartement, en mai 68. Lui aussi, il a mis un peu le bordel, on va dire, à Cannes, puisqu'il débarque en plein mai 68 sur la Croisette, dans le Grand Palais. Il demande que le festival s'arrête. On écoute ce sonore extraordinaire. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes rien. Quelle époque. En même temps, après, il y a eu des discussions. Enfin, on a discuté, nous, entre nous, puisque j'avais participé de tout ce mouvement côté lycéen et puis étudiant. Et après, en disant, mais tu t'imagines que tous ceux qui étaient passés au-delà du rideau de fer et qui voulaient montrer leur film et qui avaient eu la chance de montrer leur film, toi et vous,
par votre activité, vous avez empêché qu'avance un peu plus la chute du rideau de fer. Donc c'était contradictoire après. Sur 68, c'est un peu une posture servir le peuple et maoïste, qui n'était pas du tout ma tasse de thé à l'époque. Donc on s'est bien engueulé sur... Merci Romain Goupil. Merci beaucoup. Merci Pascal.